Bonjour, bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Berlin de Toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. Alors c'est parti. Romane van Dree, c'est bien prononcé ? Oui. Je suis tellement heureuse et je suis hyper excitée qu'on fasse cette interview aujourd'hui. Donc bienvenue chez Berlin de Toi. Merci. Enfin bienvenue chez Berlin de Toi, chez toi, dans ton cabinet pour le coup. Parce que en effet, tu es dentiste et ça fait plus de 4 ans je crois maintenant, depuis que je suis à Berlin que je viens ici. Et c'est la première fois que je fais une interview comme ça. Mais il y a quelques semaines, je me suis cassé un petit bout de dent. Oui, je me souviens. Ouais, oui, je me souviens que tu te souviens. Et c'était un tout petit truc, mais la façon dont tu me l'as réparé, expliqué et tout, je me disais quand on est dans le domaine de la santé et qu'on est à l'étranger et que c'est toujours un truc de panique de est-ce que la personne parle ma langue, est-ce qu'elle va respecter mes choix, est-ce qu'elle va m'expliquer, c'était d'une telle qualité que je me suis dit non mais il faut absolument qu'on fasse un podcast. En plus, entre ça, la qualité du cabinet et tout, j'étais à... Et puis Merci tu parles beaucoup. plein de langues et puis... Donc voilà, donc on va parler de plein de choses différentes aujourd'hui et je te propose, chère Romane, pour commencer, de te présenter. De me présenter. D'accord. Du coup, je ne me suis pas vraiment préparé à cet entretien. C'est la première fois que je fais ça. Du coup, je suis Romane van Dree. Je suis dentiste à Berlin. Mais ce n'est pas tout ce qui me définit, je crois. Ma profession, j'ai plein d'autres choses à raconter, à dire. Je viens d'un petit village au centre de l'Allemagne qui s'appelle Atzenhausen. Ça, les Allemands, ils vont bien rigoler parce que c'est un nom assez drôle. Atzenhausen. Du coup, je suis né dans un tout petit village et j'ai fait mon école, j'ai fait mon bac dans une petite ville à Göttingen. C'est une ville, la plupart des Français connaissent par une chanson de Barbara. C'est vrai. Les plus vieux, au moins. Toute la belle famille la connaît. Et c'est là où j'ai grandi et... Finalement, il se sont passé plein de choses entre là et maintenant. Et tu veux que je te raconte quoi en détail ? Je veux tout savoir. Si je commence à raconter ma vie, on va bien être là quelques heures. Du coup, j'ai fait... comment je suis devenu dentiste ? C'est une histoire. Mon père et ma maman étaient dentistes. C'est vrai ? Ils avaient un cabinet ensemble, assez, pas trop grand, mais pas petit, un bon cabinet à Göttingen. Donc... J'ai grandi dans une famille de dentistes. J'ai grandi avec l'odeur des dentistes mon papa qui rentrait à la maison, ça sentait le dentiste. Avant, on avait cette odeur quand on rentrait dans les cabinets. Je ne sais pas si tu te souviens, en enfant, il y a une odeur très spéciale. Et j'ai grandi avec ça, mais j'ai toujours dit jamais je vais le faire. Jamais. Comment les deux parents étaient dentistes. Donc j'ai souvent traîné au cabinet. J'ai souvent dû rester le temps après l'école, avant de rentrer à la maison. J'ai dû traîner 2-3 heures au cabinet, donc je me suis imprégné de toutes ces odeurs, l'ambiance et tout ça. Mais je me suis toujours dit que jamais dans ma vie, j'allais faire ça. C'était hors de question que j'allais être dentiste. Et je me suis opposé contre mes parents. Je me suis dit, non, pourquoi vous faites ça ? Et dans la bouche, et c'est dégueu et tout. Bref... Là, je suis dentiste. Du coup, non, j'ai toujours dit que je ne voulais pas faire ça, sinon je voulais être constructeur d'avions. C'était mon grand rêve. Toute ton équipe, parce que du coup, tu ne le sais pas, mais j'ai un peu discuté avec ton équipe, ils m'ont tous dit, faut que tu... Alors, s'il y a 2 thèmes avec lesquels tu peux parler avec Romane, c'est les avions et les femmes enceintes qui viennent au cabinet, parce qu'alors, je sais pas comment ils le disent, mais une attention qui est portée à ces personnes qui est toute particulière et qui est... Aux femmes enceintes. Je ne me suis pas rendu compte de ça. C'est drôle que mon équipe... Tu parles de mon équipe ici ? De ton équipe au cabinet. Co-équipeur. Ok, très bien. En général, quand je rencontre quelqu'un, j'essaye de le traiter avec respect. Je ne fais pas de différence entre l'âge, entre le sexe, entre la couleur du peau, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je crois que ça vient du fait que j'ai vécu à l'étranger. On va en revenir après parce que ça, c'est un autre épisode. C'est après le bac et tout ça, ça a commencé une vie... il s'est passé plein de choses qui mènent à ce que je suis.
et j'ai rien planifié en gros. J'ai jamais eu l'idée de ce que je vais faire dans 10 ans. Cette question, je l'ai toujours trouvée bête parce que je ne sais pas ce que je vais faire dans 10 ans. Même là, je ne sais même pas si je vais être dentiste dans 10 ans. Je crois que oui, parce qu'il faut investir beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour le faire. Mais peut-être en 10 ans, je fais autre chose. C'est possible. Ça ne doit jamais être impossible, je crois. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, alors, je reprends. Tu as grandi dans une famille avec deux parents dentistes. Les deux. Je suis curieuse. J'ai toujours l'impression qu'on a un peu la caricature de ça veut dire quoi de grandir avec des parents dentistes et tu peux pas manger de sucreries. Non, c'était pas ça. Je suis le 3e de 4 enfants. Du coup, mes 2 grandes sœurs, elles ont dû se battre pour tout. Elles ont dû se battre pour quand rentrer à la maison, pour quoi faire. Toutes les interdictions des parents, c'est elles qui les sont prises. Moi, non. Moi... Petit accent. J'ai grandi dans une famille de dentistes et ce qui s'est passé souvent, mes parents, ils parlaient chez nous, ils parlaient des patients, et c'était toujours l'ambiance. Ce que j'ai bien vu, que mon papa, il travaillait pas mal, beaucoup, mais il était tous les week-ends à la maison. On a passé des jolies vacances quand j'étais petit et on était 4 enfants chez nous. Du coup, après avoir commencé à vouloir être constructeur d'avions, j'ai changé de carrière. C'est vrai? Oui. Donc tu t'étais lancé? Je me suis lancé 3 ans d'ingénieur mécanique. J'ai fait les études, j'ai fait 3 ans à mon université et je me suis rendu compte que finalement c'est pas ce que je voulais faire. Parce que j'ai vu un travail pas tellement avec les gens, mais sinon avec les logiciels, les ordinateurs et tout ça. Et je me suis assis, je me suis rendu compte, j'ai fait mes études et tout, mais ça m'a fait pas plaisir, ça m'a fait pas du tout, ça m'a pas donné quelque chose, j'étais sur les formules et tout ça, et je me suis dit, non, c'est pas ce que tu veux faire, c'est pas ça. Et je me suis lancé dans d'être dentiste alors juste, si je comprends bien, c'est le contact humain qui t'avait manqué pendant tes études en ingénierie, mais alors... quand même, entre l'ingénierie, le reste du monde et dentiste, t'as quand même le choix, non? Il y a le choix, voilà. Mais c'est ça, tout le monde dit pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais faire autre chose. Et franchement, j'ai commencé ça. Je savais pas trop quoi faire. J'avais 21, 22 ans, j'étais un peu dans la première crise des vingtaines, je sais pas si ça existe, mais je savais pas quoi faire parce que j'ai eu un bon bac. J'étais à l'université de Dresde, qui est très réputée pour l'ingénierie mécanique et tout ça. Mais... je voulais plus continuer dans ça. Je me suis rendu compte que je voulais pas. Et comme j'avais pas trop d'autres idées et tout, je me suis dit, tiens, inscris-toi à médecine parce que tu as un bon bac et essaye s'ils te prennent parce que j'aimais bien Dresde. J'ai vécu à Dresde 8 ans. C'est à 2h30 de Berlin, à Sachsen. Et c'était une trop bonne ville pour faire les études. Et je voulais rester. J'avais une copine, je voulais rester dans la ville. Et je me suis dit, inscris-toi là. S'ils te prennent, on verra ce qui se passe. Alors, pour les francophones ou ceux qui nous écoutent qui ne savent pas comment fonctionne le système allemand, parce qu'en France, on postule et puis après, il y a un concours qui permet de valider l'entrée en médecine. Et en Allemagne, il faut en effet un bon bac avec une certaine note qui permet überhaupt pouvoir se présenter. Déjà, il faut le bac. Pour entrer dans l'université, il faut le bac. Et après, il y a... Je ne sais pas exactement comment ça marche maintenant, mais il y a 20 ans, 25 ans, c'était un système où tu as une organisation qui marche dans tout le pays. Avec ton bac, tu te présentes, tu dis « je vais étudier ça dans cette université ». Premier vœu, deuxième vœu, troisième vœu. Et c'est eux qui répartissent les étudiants. En Allemagne, partout. Donc, avec un bac de je ne sais pas où, d'une telle note, tu pouvais faire médecine dans telle université. Et comme ça, ils repartaient les places, quoi. Et moi, mon bac, ça a suffi pour avoir une place dans odontologie. Pas médecin, mais odontologie. Parce que je connaissais la profession. Je me suis dit, OK, c'est un travail avec les gens. C'est un travail manuel, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours poursuivi dans ma vie. J'ai toujours fait des choses manuelles. J'ai toujours bricolé, j'ai fait des Legos jusqu'à je ne sais pas quand la nuit. J'ai toujours fait quelque chose avec mes dents, avec mes mains. Et bon, j'ai essayé et ça a resté. J'ai fait mes études. Et tes parents ont réagi comment? Ils étaient contents? Mes parents, ils l'ont pris bien. Ils ont pas. Mes parents étaient assez cool. Mon papa, il est plus là malheureusement, mais mes parents, ils étaient toujours cool avec ce qu'ils font les parents. Ils avaient toujours
c'était important pour eux qu'on apprenne quelque chose, qu'on soit pas bête, qu'on soit pas... je sais pas comment dire ça en français, mais qu'on soit pas foul, voilà, c'est ça. Ils voulaient toujours qu'on fasse quelque chose, et avec ça, avec ce qu'on sait faire, on va réussir dans la vie. Du coup, ça s'est resté, et j'ai eu toutes les libertés pour essayer ça. J'ai eu aucune pression. J'ai financé mes études quand même, et comme ça, ils ont dit, ouais, si tu veux faire ça, pas trop bien. Mon papa, il avait 63 ans quand il est né, quand il est décédé. Et je n'avais pas encore fini mes études. Donc, ce n'était pas une question de reprendre le cabinet ou quelque chose. Il a toujours dit, écoute, je vais le faire le temps que tu fais tes études. Et si tu veux travailler ailleurs 2-3 ans, fais-le. Je te garde la place. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais je ne crois pas qu'à cette époque-là, je serais revenu dans ma petite ville, dans tous les cas. Parce que pendant tes études aussi, tu as profité d'aller à l'étranger. Oui, voilà. Ça c'est... Enfin, l'histoire et moi, l'étranger, ça a commencé quand j'avais 16 ans, en fait. J'ai fait un échange avec l'Argentine. Parce que... Comment tu arrives à 16 ans à faire un échange avec l'Argentine ? Bonne question. C'est tombé sur moi. Je n'ai pas cherché ça. J'ai 2 sœurs qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis. Quand il avait 16 ans, en Allemagne, tu as le 11e degré, 11e classe. Dans mon état, c'était un peu une année de l'école, genre avant-dernière du lycée, où on ne faisait rien. C'était juste une préparation pour les 2 dernières années. Et donc, dans cette année-là, tu avais la possibilité d'aller à l'étranger sans perdre du temps à l'école en Allemagne. C'est ouf. Oui. Bon, c'est bien, mais c'est trop bien. C'est la seconde, je pense, ça s'appelle en France, tu as d'autres l'équivalente. Je trouve que si tout le monde le ferait dans le monde, on avait la paix globale et pas autant de guerres et pas autant de problèmes entre les gens. Je trouve que mettre un genre individuel à l'étranger où il ne parle pas la langue et où il doit se débrouiller, ça peut toujours aider, je crois, en gros. Du coup, je suis allé en Argentine. J'avais pris l'espagnol à l'école, 2 ans. Je ne savais pas vraiment parler, mais il y avait une prof allemande qui donnait des cours allemands en Argentine, dans une petite ville. Et elle était pote avec ma prof d'espagnol. Ils ont fait leurs études ensemble, je ne sais pas comment elles se connaissaient. Et cette école-là, en Argentine, ils m'envoyaient toujours... C'était une école allemande, donc ils apprenaient tous l'allemand depuis le jardin d'enfants. Ils étaient censés de tous parler allemand, aucun parlait allemand. comme moi, après 2 ans d'espagnol, eux, ils avaient 12 ans d'allemand. Mais c'est ce qu'ils faisaient, eux. Ils partaient 3-4 mois en Allemagne, justement pour apprendre la langue. Et c'était des gens normaux, des gens d'Argentine, quoi. Pas des Allemands ou pas des expats, mais des gens qui voulaient amener leurs enfants à une école allemande. Et cette prof-là, elle a dit, mais ça serait plutôt cool de faire un échange avec ça. Vous recevez des gens et vous allez en Allemagne. Et moi, j'étais le premier à le faire dans cette école. J'étais le premier à partir de l'Allemagne à cette école. Et du coup, je suis retourné avec mon frère de ma famille argentine. Je suis retourné en Allemagne et on a passé une trop bonne année. On avait 16-17 ans et c'est là où ça a commencé à m'intéresser à l'Amérique du Sud, les langues, les autres cultures. Ça a vraiment déclenché quelque chose pour que... Et ça s'est jamais arrêté. Là, depuis ça, j'ai envie de voyager, de rencontrer des gens. J'ai appris à être à l'étranger, pas vraiment parler la langue, mais se débrouiller quand même. Je crois que c'est un procès que tout le monde connaît. S'il arrive... et toi, tu es arrivé aussi à Berlin à un moment sans parler allemand parfaitement, j'imagine. Et... Ouais, voilà, et j'ai fait ça. Et depuis, je voulais toujours repartir en Amérique du Sud et voyager. Et là, je ne sais pas comment on revient à ça, parce que... Comment tu m'as lancé à... Non, mais alors, attends, juste en Argentine, t'étais où ? C'était une grande ville, petite ville ? C'était Mar del Plata. C'est un peu c'est le Mallorca des Argentins. C'est la ville-plage. Donc, du coup, c'était trop bien. J'arrive en Argentine. Déjà, les saisons à l'opposé. Donc, je pars en août. Il faisait super froid là-bas. Je partais en été allemand. Je savais, mais je ne le prenais pas au sérieux. Donc, il faisait vraiment froid. Et les 3 derniers mois, c'était des vacances d'été, là-bas. Et l'école, ils n'étaient pas super stricts. Ils ont dit, ah ouais, toi, c'est l'allemand, bienvenue. Profite, voyage là, fais ci, fais ça, vois les baleines dans le sud et tout. Donc, j'avais 16 ans et j'ai fait des petits voyages, des petits week-ends avec les potes. C'était vraiment cool. C'était une année spéciale. Et
Tu t'es senti prêt pour les 2 dernières années qui arrivaient après? Ah bah j'ai même pas pensé à ça, ni une seconde. Non, à l'école, j'ai jamais eu des problèmes. Ça a toujours marché. Mon école, c'était facile. C'était pas un grand défi. Donc j'ai pu toujours faire des choses ailleurs. Du coup, aussi mes parents me faisaient pas la pression. Je rapportais des bonnes notes à la maison. Pas toujours les meilleurs, mais ça allait toujours. C'était et comme suffisant. ça, c'était absolument suffisant. Voilà. Et alors, parce que tu parles pas... Alors, tu parles le portugais, on a dit, l'allemand, l'anglais, aussi le français. Dans le sens des choses, c'est l'allemand d'abord. Je suis allemand. L'anglais à l'école, puis français. J'avais une prof de français super stricte. C'était au collège. J'ai commencé au collège. Et ça, c'était une dame que des fois, quand je parle français, je pense à elle. 25, 30 ans après, j'ai appris des choses. J'ai appris le subjonctif. J'ai appris les choses qui sont toujours dans moi. Quand je vois un mot écrit, je me vois décliner au lycée. Je me vois apprendre le français. Donc elle est super stricte. C'était anglais, français, et puis j'ai commencé avec l'espagnol. Et dans ce cours-là, l'espagnol, il y a la pote de la prof qui vient, qui m'emmène en Argentine. 6 mois, je reviens, je parle assez bien espagnol, ou argentin. C'est un peu un dialecte assez fort de l'espagnol. Et avec ça, je me suis arrêté d'abord. Je n'ai pas rajouté des langues. Non, j'ai fait des études. J'ai appris le portugais bien après, voire 15 ans après mes études. Après les études d'odontologie, je suis parti au Brésil pour à peu près 6 mois et demi, pour travailler dans un projet. Et là, j'ai appris le portugais en plus. Du coup, maintenant, je suis avec... Enfin, l'italien, ça marche aussi, mais ça, il me faut 2 semaines là-bas et 3 verres de vin, et je peux communiquer. Non, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un talent que Dieu m'a donné, même si je ne crois pas. Parce que tes parents, ils ne maîtrisent pas les langues. Non, mes parents étaient les deux allemands. Ma mère était prof d'anglais avant d'être dentiste. Donc, je crois que c'est plutôt ce côté-là qui m'a permis d'apprendre des langues. La blague, c'est qu'elle voulait toujours que je prenne le latin au lieu de prendre des langues vivantes. Et moi, j'ai toujours dit, non, le latin, je ne peux rien faire avec ça. Je ne peux pas voyager et parler latin à quelqu'un. Et elle a dit, non, c'est important, c'est la base, c'est la structure et tout. Alors, pour être honnête, moi qui ai appris le latin, je pense qu'à partir du moment où tu as l'allemand comme base de structure, tu n'as besoin de rien d'autre, franchement. Ce qui était drôle, parce que pour étudier la médecine, il faut le petit latinum. Il faut une épreuve, et je ne l'avais pas. Je sortais avec 4 langues, et je n'avais pas cette épreuve. Donc j'ai dû faire ça, un petit cours de latin à l'université. C'est vrai que si tu fais médecine, ça vaut la peine. C'est ça, en effet. C'est obligé. Voilà. Et alors, comment tu arrives à Berlin dans cette histoire? Parce que tes études, tu les fais à Göttingen? Non, j'ai fait mon bac à Göttingen, et j'ai fait ce qui à l'époque était encore obligé, mon service civil. Au lieu d'aller servir le pays au militaire, j'ai servi le pays dans une école pour des enfants un peu qui avaient des difficultés. C'était un peu une année sociale que tout le monde devait faire, ou aller prendre un fusil et tuer des gens. Non, pas comme ça, mais être volontaire au militaire. Et Donc, tu as fait une année à la plage pour toi et une année où tu t'es occupé d'enfants qui avaient des difficultés, c'est ça? J'ai fait le bac et je fais cette année juste après. Et c'est pendant cette année où je me suis inscrit à Dresde pour faire mes études. Donc, j'ai quitté ma ville quand j'avais 19 ans, comme tout le monde. Et j'ai commencé à étudier l'ingénierie mécanique ou aéronautique à Dresde. J'ai fait ça 2-3 ans et j'ai changé. Je suis resté à Dresde parce que j'avais des potes, c'était joli, c'était une bonne ville, et j'ai changé de carrière. Et pendant cette carrière d'odontologie, dans une des très rares universités en Allemagne, je crois qu'il n'y avait que Dresde et 1 ou 2 autres, on pouvait passer 6 mois à l'étranger. On pouvait faire 6 mois d'Erasmus, ce qui normalement ne marche pas avec ce genre d'études, parce que ce n'est pas des études... c'est un peu spécial, la médecine. C'est d'autres horaires dans l'année. Il y avait beaucoup plus de cours, il y a beaucoup plus de présence où il faut être là, des stages dans les cliniques et tout ça. Et avec notre université, ils avaient organisé un programme pour partir 4-5 mois à l'étranger. Et j'ai fait ça, mais en Norvège. Du coup, j'ai fait... parce que
Parce que j'avais un pote qui était une année d'avant et qui a fait 6 mois de fête et qui a trop aimé d'être là-bas et qui m'a dit si tu fais Erasmus, il faut aller en Norvège, c'est trop bien. Je me suis dit pourquoi pas. Je connais pas. C'était trop bien. C'était trop bien. C'est drôle parce que t'es autant dans les pays chauds que les pays froids, si je comprends bien. Non, c'est ce qui m'a. Je suis parti en Norvège sans parler norvégien, bien sûr. Là, je le parle pas. Je comprends quelques mots, mais c'est pas une langue qu'on rattrape dans la rue, comme l'allemand. Mais finalement, être en Norvège, ça m'a permis aussi de voir une vie. Avant, j'étais en Amérique du Sud. J'étais au Brésil, j'étais en Argentine, j'étais aussi en Espagne quelque temps. Et ça, c'est plutôt une ambiance chaude, une ambiance vivante. La Norvège, c'est autre chose. Les gens sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus timides, mais très bien éduqués, très droits, pas très fake. Tu vois, tu parles à quelqu'un, il te dit la vérité. On n'a pas trop de mensonges entre les Norvégiens. Mais ils sont super timides et il faut toujours du temps pour connaître quelqu'un. Mais ça m'a intéressé, c'était cool. Finalement, être parti en Erasmus, ça m'a changé la vie parce que c'est là où je connais ma femme, qui est maintenant ma femme, la maman de mes 2 filles. Et je l'ai connue dans un petit appart qu'on a partagé à Oslo, dans le centre-ville, pendant 6 mois. Voilà. Et les Norvégiens, ils mettaient toujours homme-femme dans les habitations doubles, dans les colocs. C'était un truc de Studentenwohnheim, une résidence d'étudiants. Et c'était drôle, c'était marquant parce qu'on avait toujours homme-femme, homme-femme, homme-femme. Et on connaît 3 couples qui sont partis de là, de cette couloir. Et ça fait plus de 15 ans maintenant. Du coup, on s'est connus là-bas et ça m'a changé la vie dans ce sens-là. Donc, je suis revenu de Norvège. J'ai fait mes études là-bas, mais pas trop sérieux non plus. J'étais à la clinique et tout, mais j'ai pas fait toutes les lectures, tous les cours. J'ai pris mon vélo, je suis parti dans la forêt. Ce qu'on pouvait faire, c'est partir en métro, prendre les skis, les vrais skis. Tu te mets dans le métro et tu pars faire du ski le vendredi après-midi. Donc on a fait des choses comme ça, c'était cool. Et après la Norvège, je suis retourné en Allemagne. Ma femme, elle est retournée à Paris parce qu'elle faisait ses études à Paris à l'époque. Qu'on salue. Voilà, c'est là où je commençais à parler français en vrai. J'ai lu à l'école pendant 5-6 ans, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Et c'est avec ma femme que j'ai dû parler français parce qu'au début, c'était notre seule langue en commun. Son anglais était moyen, on va dire. L'allemand n'existait pas et en norvégien, ça ne marchait pas. Et moi, qui voulais être quand même gentil et charmant et se présenter, je me suis mis à parler français et ça a marché. Pas dès le début, mais après les 6 mois, on s'est bien connus et c'est depuis ça que je parle français presque tous les jours parce que c'est resté notre langue en commun, c'est resté en famille, on parle. Là, on parle en mélange étrange, mais on parle souvent français. Quand on est tous les 4, c'est notre langue de famille. Ma femme, elle est là depuis 13 ans maintenant. On est à Berlin depuis 13 ans. Elle parle très bien allemand, mais vu que c'était le premier langage ensemble, je crois que ça restera comme ça. On se parle rarement en anglais pendant les disputes, mais sinon. Mais je lis beaucoup. Et l'allemand, s'il y a un contexte avec des Allemands, on parle tous allemand, mais si c'est que nous, c'est 90% en français. Et vos filles, elles apprennent aussi les deux. Ouais, la grande, elle a 5 ans, elle parle les 2 langues sans réfléchir. Elle fait un truc très drôle, elle mélange les langues. Donc on devrait la freiner un tout petit peu, mais c'est assez drôle parce qu'elle utilise les verbes allemands avec la conjugaison française. Elle dit pas lire ou réparer. Non, ça c'est un mauvais exemple. Je vous trouverai un exemple, mais c'est drôle de la voir grandir dans les 2 langues. Et moi, je parle allemand. Ici, on apprend l'allemand. À Berlin, quand tu grandis dans une kita normale, l'allemand, c'est donné. Le français, je crois qu'il faut le parler pour qu'elle entende ça. Parce que finalement, c'est la seule source de français aussi. Moi aussi, j'ai que ma femme qui me parle en français et mes patients. C'est tout ce que j'ai dit. Ouais, mais ça, c'est un autre contexte. C'est un autre langage, c'est un autre contexte, c'est une autre position. Et du coup, c'est là où je pratique mes langues. Ah, chouette. Ouais, c'est cool. Et moi, je me souviens quand j'étais venue à Berlin pour la première fois, j'avais des copains au FG, Französisches Gymnasium.
Et quand on faisait des soirées et qu'ils passaient du français à l'allemand et puis ils choisissaient le bon mot dans la bonne langue, du coup, pour exprimer exactement ce qu'ils voulaient dire, j'étais en mode non mais je veux avoir ce niveau. Je trouve que c'est en allemand. Ouais, et puis c'est une chance de pouvoir maîtriser une langue au point que tu choisisses le mot der passt am besten. Et ça c'est vrai, tout à fait. J'ai pensé à ça aussi parce qu'il y a des mots en français qui n'existent pas en allemand. Et vice-versa. Il y a aussi des mots allemands qui décrivent des choses tellement bien et je me demande pourquoi vous utilisez toute une phrase pour juste, en fait, une chose. C'est pour ça que l'allemand, c'est très descriptif, c'est très... un peu se bricoler des petits mots. J'aime bien l'allemand comme langue aussi, même si c'est pas joli, mais c'est une belle langue en tant que structure et en tant que... On est assez libre de faire des choses, même s'il y en a plein de règles, mais on peut se construire des mots en allemand. En français, ça marche pas trop, je trouve. Ouais, mais vous avez des descriptions ou des façons de dire quelque chose qui sont très claires qu'en allemand, on n'arrive pas à exprimer. Souvent, au sentiment, je trouve que le français est beaucoup plus descriptif et ça a plus de sens. On n'arrive pas. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je dis toujours que je suis très heureuse de travailler en allemand. Parce qu'à chaque fois qu'on a parfois des rendez-vous avec des francophones, et puis ils n'arrivent pas à formuler leur truc, alors que les Allemands c'est toujours très précis, très rapide et on ne tourne pas autour du pot. Les conversations sont très claires, très directes et très droit. Donc ce qui est aussi des fois pour les étrangers un peu étonnant, je crois, où les Allemands sont très droits et très directs et il n'y a pas trop de filtres. C'est ce que j'ai vu au Brésil, en Espagne, tu as beaucoup plus de entre les mots, tu as beaucoup plus de entre les choses et en allemand, il ne nous faut pas trop ça. Et, on préfère être direct et dire la chose et c'est bon et on peut vivre avec les réponses. Et les Brésiliens, ils se disent jamais les choses directes. Il y a toujours un petit truc autour et une petite description. Ce que j'aime bien aussi. Et je crois que si on prend un petit bout de toutes les cultures, c'est un bon mélange. Et tu vois, récemment, j'ai enregistré avec Kana, qui elle est d'origine japonaise. Et elle aussi, elle aborde un peu les différences dans la langue que tu as au Japon. Et elle, ce qu'elle disait surtout, c'est au Japon, on n'essaie pas de projeter sa colère sur les autres ou de s'exprimer parce que c'est pas poli d'exprimer une émotion négative. Ou une émotion en général, ou négative. Parce que du coup, ils utilisent d'autres mots, mais en même temps sans... Enfin, mon impression, en tout cas, c'est sans contourner la réalité. C'est plutôt... Ouais, c'est une autre voie. J'étais au Japon 2 semaines pendant un long voyage et j'ai remarqué la même chose. J'ai vu, ce qui est fou, il y a tellement de gens, mais ils ne se touchent pas vraiment. Ils sont tous au même endroit, mais ils ne se touchent pas. Ils gardent une espèce de distance entre les gens de 20 cm. Et même dans le métro qui est rempli, personne ne se touche. Et j'ai remarqué ça aux Japonais. Elle a évoqué la même chose dans l'enregistrement. Et moi qui ai été en début d'année aussi au Japon, j'ai remarqué la même chose. Mais je trouve que c'est assez vrai aussi à Berlin. Je pense que ça dépend des lignes de métro. Ouais, c'est les numéros. La U9, les gens ne se collent pas. Sur la 9, t'es tranquille. La 8, c'est autre chose. J'ai vécu à Kreuzberg aussi pas mal de temps. Et oui, et ça, c'est les spécialités de Berlin aussi. Alors, comment on arrive à Berlin, du coup ? Comment on est arrivé à Berlin ? Voilà, j'étais en Erasmus. Du coup, moi, je suis retourné à Dresde pour finir mes études. Il me restait 1 an et demi, à peu près 2 ans. Et ma femme est revenue à Paris. Elle est architecte, donc elle était à la Villette, elle a fait ses études là-bas. Il restait aussi 1 an plus le diplôme, donc 1 an et demi, à peu près le même temps. On savait qu'on devait retourner chez nous. On était bien amoureux, donc on a gardé une relation à distance, en Skype et tout. On a pris pas mal de Ryanair, EasyJet. C'était la belle époque en plus, non ? Ça, c'était l'époque. Il ne faut pas trop le dire trop fort parce que j'ai un peu honte, mais j'ai booké 2 vols par semaine. Parce que je ne savais pas si j'allais arriver à celui de jeudi ou celui de vendredi. Chacun coûtait 8 € et je me suis dit, bon, le jeudi, je n'y arrive pas, donc je vais vendredi. On a fait ça pendant 1 an et demi et après on s'est dit, si ça reste entre nous, il faut qu'on vive ensemble parce qu'on ne peut pas vivre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut vraiment maintenir ça pendant longtemps à distance. Je suis quelqu'un j'ai besoin des gens autour de moi. Puis, on a... La question ne s'est pas posée de la France ou de l'Allemagne ? Ça ne s'est pas posé vraiment. Parce que j'ai dit clairement, écoute, si je veux exercer mon travail, j'ai fini mes études, mais je ne suis pas... En Allemagne, tu finis tes études, mais tu n'es pas dentiste. Tu dois faire au moins 2 ans
interne residency assistance site pour avoir le droit de travailler avec le système de l'État. Sinon, je pourrais ouvrir mon cabinet privé, mais à 27 ans, personne va venir me voir. Donc j'ai dit, écoute Caro, je dois faire 2 ans en Allemagne, faisons le suivant. Moi, j'ai pas trop envie de rester à Dresde parce que j'ai fait mes 8 ans, j'ai vu plein mal de choses et pour moi, commencer une nouvelle époque, on va se choisir une ville en Allemagne. Trop chouette. Vous avez choisi ensemble du coup. On a choisi ensemble. On a fait Hambourg, Berlin. On voulait faire Cologne, on n'a pas fait finalement parce que déjà, on se sentait trop bien à Berlin. Et au début, c'était un projet, on y reste 2 ans et après on verra. Et ça a toujours resté 2 ans. On a fait une pause de 1 année de voyage. Il y a 10 ans, on est parti 1 année pour voyager. On a tout quitté à Berlin, mais on est revenu ici parce qu'on s'est rendu compte que c'était la ville où on voulait vivre en ce moment. Et voilà, les choses évoluent. Maintenant, on a 2 enfants ici et on est arrivé parce qu'on voulait tous les deux recommencer une nouvelle époque, une nouvelle étape. Et pour Caro, c'était beaucoup plus facile de ne pas le faire en allemand parce qu'elle ne parlait pas un mot d'allemand. Même pas hallo ou au revoir, c'était 0 d'allemand. Donc, on s'est dit, il faut trouver une ville où les gens parlent anglais. Moi, je ne connaissais pas vraiment Berlin avant. C'était un peu la grande capitale que je n'aimais pas trop. Je suis venu... Par principe. Par principe, peut-être. Oui, aussi par peur, aussi peut-être. Parce que je viens quand même d'un tout petit village avec 200 habitants où je connaissais tout le monde et les cochons, les noms des cochons. Du coup, les villes comme Berlin, comme Paris, ça m'a toujours fait un peu peur, je dois dire, parce que je suis pas allé. Et à chaque fois que j'ai fait des pas comme ça, par exemple, Buenos Aires aussi, c'est une ville assez grande et assez vivante. Et, enfin, à l'époque, j'étais trop jeune pour avoir peur. Mais du coup, j'ai pas trop aimé Berlin parce que ça me semblait toujours grand et les gens un peu bizarres. Mais je crois que pour les 27, 28 ans qu'on avait, c'était parfait parce que c'était assez grand, c'était assez calme, j'ai trouvé un bon travail, un bon job dans un petit cabinet à Zehlendorf, à Mexikoplatz. Du coup, une bonne... Ça va, ça te dépayse quand même un petit peu de la grande ville, non ? C'est ça. Aller là-bas, ça prenait aussi 45 minutes chaque fois, mais ça m'a dépaysé. Non, du coup, on est venu là pour rester 2 ans. Et là, ça fait 13. Du coup. Alors, ça a changé comment, la ville ? La ville a changé, mais je crois que Berlin change tout le temps. Berlin change depuis 130 ans, depuis 150 ans. C'est une ville qui vit du changement, qui vit des choses qui changent. Je crois que nous, comme humains, on a de la tendance de voir plutôt le négatif que le positif. Enfin, moi, je m'énerve sur des choses qui ne m'ont pas embêté il y a 10 ans. Il y a plus de trafic, il y a plus de drogue, il y a plus de gens dans les rues. Je ne sais pas si c'est la vérité. Je crois que c'est une ville très dynamique. Ce qui a changé, c'est les loués, c'est les prix des logements. Et à l'époque, il y a 12 ans, c'était vraiment nos potes de Paris qui ont dit « Trop bien, vous payez que dalle pour vos appartes, vous êtes dans une grande ville, vous avez toutes les libertés, les clubs, sortir. » Ça, je le fais notamment moins, voire plus jamais. Du coup, j'ai d'autres intérêts à ma quarantaine qu'à ma vingtaine. Que tu trouves aussi à Berlin. Ouais, que je trouve aussi. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est génial. J'habite dans ce quartier ici. C'est un joli quartier. Ça fait que 2 ans. Avant, on était à Tempelhof. C'était assez urbain. C'était autre chose. On avait un très joli appart, mais dans un coin un peu chaud. Et les choses changent. Mais je trouve que ce que j'aime bien à Berlin, c'est le côté international. C'est le côté des cultures de tout le monde. On a tous les restos de tous les pays à côté, à Kantstraße. Il y a tous les pays asiatiques qui ont leurs petits restos. J'adore ça. Vraiment, ça me donne envie. Pendant la pandémie, j'ai détesté Berlin. Pendant le corona, j'étais... comme tout le monde, c'était pas ouf, hein. Tout ce que je voulais, ouais, voilà, mais déjà ça me suffisait. Tout ce que je voulais, c'était une petite maison en campagne avec un jardin, que les gens me laissent tranquille, que je puisse sortir et pas être dans ce contexte. Mais ça a rechangé, donc je re-aime Berlin. T'as parlé de Zehlendorf, Kreuzberg, Charlottenburg, Tempelhof, t'as fait un peu tout. Là, on est à Wilmersdorf, c'est pas Charlottenburg. En effet. Important. Pardon. C'est Kudamm qui nous sépare. Non, c'est
C'est un peu la blague du quartier. Wemmersdorf, c'est moins chicos, c'est moins le nez vers le haut. Oui, c'est ça. C'est à Kudamm que les choses changent. Non, on est quand même très près de Kudamm. J'aime trop ce quartier ici, j'aime trop ce coin. Et depuis 2 ans, on vit dans la même rue du cabinet. Ce qui m'a changé aussi beaucoup dans ma vie, parce que ce que je déteste de Berlin, c'est les grandes distances. C'est avoir des potes à Prenzlauer Berg, ça veut dire 45 minutes de transport et perdre 2 heures juste pour faire un aller-retour. Et ça, on l'a presque éliminé de notre vie. Cool. On a tout dans le coin. Je marche au travail, j'amène mes enfants en vélo. Ma femme a 6 minutes en vélo pour faire ça. J'ai une voiture, mais je l'utilise rarement. Elle est garée 1 semaine et le samedi, je la sors pour faire les courses. C'est tout. Du coup, ça, c'est bien. Mais ça, c'est ma vie personnelle. C'est pas trop la ville qui change. C'est la vie qui change autour. Mais ouais, voilà. Et alors, comment t'en arrives à ouvrir ton propre cabinet? Ouais, c'était... Pourquoi t'as décidé de reprendre ça aussi? Parce que t'aurais pu toujours travailler dans le cabinet de quelqu'un d'autre. En gros, c'était clair depuis le moment où j'ai fait les études. C'est d'être mon propre boss. À un moment, pour moi, c'était un dentiste, c'est quelqu'un qui travaille pour lui-même. Pour moi, parce que j'ai vu ça avec mes parents. J'ai vu que mes parents ils tenaient un cabinet. Et le fait de faire les études, j'ai toujours su que c'était le but, d'être mon propre chef, d'être le dentiste d'un cabinet. Du coup, j'ai fait 2 ans d'assistenzzeit là-bas à Zehlendorf. Ça m'a bien plu. J'avais un bon cabinet, j'avais des patients et tout. Ça m'a vraiment ça m'a permis d'apprendre à travailler. Et j'ai fait ça pendant 5 ans là-bas. Donc, je suis resté salarié. J'ai bien vu les choses. J'ai vu comment pas faire les choses, comment peut-être pas traiter les gens. J'ai eu un chef un peu spécial. Il m'a appris plein de choses. Mais il avait un côté spécial aussi. Je crois que tous les dentistes ont un truc spécial dans leur... peu importe. Je savais que j'allais le faire pour moi-même. Et justement, 2015, on est parti 1 an de voyage. Et c'est là où on s'est dit, tiens, on fait ça avant. Les grands crédits, la maison qu'on achète, les enfants, les choses qu'on ne peut plus rien changer. Donc, on a fait 1 année de voyage. Et c'est là où j'ai pris le temps de réfléchir et de me rendre compte de ce que c'est vraiment ce que je veux, de revenir à Berlin et ouvrir le cabinet. Ça vaut la peine de prendre cette année de voyage? Parce qu'on en parle ou on en entend ou on rigole. Mais quand tu regardes en rétrospective, tu valides que c'était une bonne décision? C'était la meilleure décision, l'une des meilleures décisions de ma vie. Parce que ce voyage-là, déjà, ça nous a permis de voir plein de choses différentes de soi-même. J'ai vécu avec ma femme pendant 24 heures, pendant 10 mois dans une tente. On avait qu'un sac à dos. On était vraiment partis en route. Et ça permet de connaître soi-même, ça permet de connaître son partenaire, ça permet de voir les choses qui sont importantes dans la vie aussi. Parce qu'on était plutôt dans des pays pas très riches et pas très évolués. Et on a toujours pris les transports en commun. Et en faisant ça, on se rend compte de la chance qu'on a d'être né en Allemagne, de grandir ici, d'avoir un système scolaire et tout ça. Même s'il y a plein de choses qui ne marchent pas très bien ou qui ne sont pas parfaites, on est toujours 1000 fois en avance à d'autres et qui n'ont pas de chance, qui doivent se battre pour vivre, pour manger. Et du coup, je suis revenu, juste avant de revenir, j'ai déjà pris contact avec ma collègue Kerstin. Donc ici, ce n'est pas mon cabinet, c'est notre cabinet. C'est avec une partenaire, Kerstin Wenzel, qui donne le nom Wenzel und van Dree. Voilà. C'est notre cabinet. Et avec elle, j'ai travaillé ensemble dans l'autre cabinet, là où j'avais travaillé avant, à Mexikoplatz. Elle venait... Tu l'as abgeworben? Non, pas abgeworben. Non, pas du tout. Elle est militaire, en fait. Elle a fait 12 ans de Bundeswehr. Donc, elle a fait son éducation et ses premières années là-bas. Et elle ne voulait plus du tout faire ça. Elle en avait marre. Et du coup, mon boss, le spécial, le mec un peu... il y a plein d'histoires, mais je ne vais pas parler de lui parce que j'apprécie quand même beaucoup ce qu'il a fait pour moi aussi. Du coup,
Elle a travaillé à une après-midi dans ce cabinet. Et comme ça, on a pris contact, on s'est connus, on a papoté, on a fumé des clopes après le travail. Donc, à l'époque, oui, mais maintenant plus, mais on a fait ça. Du coup, on s'est dit, tiens, si jamais tu veux ouvrir ton cabinet ou quelque chose, contacte-moi parce que ça pourrait le faire. Parce que je crois quand même, le faire tout seul, c'est hyper dur. D'après ce que j'ai vécu, là, ça fait 8 ans qu'on a le cabinet. Je crois que j'ai vieilli 20 ans au moins dans ces 8 ans et tout le travail qui amène ça, le côté entrepreneur et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. C'est dans nos études, c'est la médecine. C'est comment réparer une dent, faire le meilleur plombage du monde. C'est ça qu'on apprend. Mais on n'apprend pas à le faire sous un contexte d'économie, sous un contexte de pression, sous un contexte horaire. Il faut le faire dans une demi-heure. Il faut faire le meilleur plombage, mais dans 25 minutes. Et il faut prendre de l'argent pour le faire, pour qu'on puisse payer les employés. Et tout ce côté-là, je suis très content de l'avoir fait avec quelqu'un, de ne pas être seul dans cette histoire. Alors, on va ouvrir un très gros chapitre, ouais, je suis ravie. En effet, merci d'avoir mentionné aussi la personne avec laquelle tu fais. Elle est dentiste, elle ? Oui, elle est dentiste. Elle fait un peu autre chose que moi. Dans son traitement, elle fait beaucoup d'orthodontie pour les adultes. Elle fait de l'esthétique et moi, je fais chirurgie, je fais plombage, je fais un peu le généraliste. Donc, vous couvrez tous les domaines plus ou moins ? On essaye de couvrir les domaines, voilà. On a des spécialistes qu'on peut contacter ou consulter qui font encore des choses très spécialisées, mais en gros, on est un cabinet pour tout le monde, pour de 3 à 79 ans, on va dire. J'ai vu quelqu'un rentrer avec un tout petit enfant. Oui, c'est moi qui fais les enfants ici, je sais pas, c'est plutôt mon truc. J'aime trop les enfants et j'aime bien les avoir comme patients parce que souvent c'est sans filtre. Les enfants, ils te disent clairement ce qui se passe. Souvent ça marche, des fois ça marche pas. Des fois les enfants, il faut les envoyer à des spécialistes parce qu'un enfant qui ouvre pas la bouche, on va pas le forcer à ouvrir la bouche. Mais c'est drôle et vu que ça fait 8 ans, on voit des gens, on voit les familles évoluer aussi. On voit les couples être ensemble. Et je suis un dentiste qui s'intéresse toujours encore pour la vie de ses patients. Je demande des questions personnelles, je veux savoir ce qu'ils font, ça m'intéresse. Et c'est pas pour créer du business, c'est juste parce que ça m'intéresse les gens. Et ça, c'est le meilleur côté de mon travail, en fait. Alors, je rencontre des gens tous les jours, et toujours des gens de tout le monde et différents. Et l'autre côté, comment installer un cabinet comme ça, c'est... Si je savais tout ce qu'il faut penser et faire, je crois que je ne le ferais pas. Parce que vraiment, il se passe plein de choses dans ce chemin, d'être entrepreneur, de former sa boîte... qu'on ne veut même pas savoir. Donc, il faut un esprit, donc on y arrive à faire tout, on est prêt à faire tout, on a travaillé, le cabinet où on est, c'était pas comme ça il y a 8 ans. C'était un cabinet dentaire, on l'a vu et on a eu un coup de cœur tous les deux. C'était par hasard qu'on a trouvé cet endroit. C'était un dentiste qui est tombé malade. Sa femme n'a pas vraiment pu organiser ça et comme par 3-4 contacts, il savait qu'on cherchait nous. Donc on s'est rencontrés ici entre Nouvel An et Noël. On a vu le cabinet, on s'est dit tiens c'est trop bien, mais il faut investir. C'était les murs marrons, les plafonds orange. C'était vraiment l'époque. Les années... Ouais, c'était l'époque. Et là, je trouve qu'on a un joli cabinet, mais qui va dire que dans 20 ans, ils vont rigoler. Ils vont dire, c'est quoi comme lampe ? Ça, c'était moderne il y a 20 ans. Peu importe, on a investi ensemble, on a créé le cabinet, et c'était presque comme si on avait commencé à zéro. Parce que le dentiste qui était là avant, il travaillait plus beaucoup. Il était un peu dans sa retraite, il a fait un peu ses patients préférés. Un très gentil monsieur, il est aussi décédé malheureusement, mais... il nous l'a laissé un peu avec un clin d'œil. Il a dit, tiens, faites quelque chose avec ça, c'est votre cabinet et à votre plaisir. Chouette. Et voilà.
Non, vous avez un très bel endroit, en effet. Et puis, vous avez beaucoup d'attention, je trouve, dans les détails. Et l'une des premières choses, moi, qui m'avait fait beaucoup rire quand j'étais venue la toute première fois, j'avais été aux toilettes. Et sur le mur, il y a écrit « Petits tips ». Vous ne brossez, pour vous brosser seulement Faut pas se brosser tous les dents, mais que celles que tu veux garder. Brosser uniquement les dents que vous voulez conserver. Donc, c'est ça. On rentre, on se dit, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour. Tu sais, c'est le même tips depuis 8 ans. Il faudrait peut-être le changer. Ça reste le même. Il me fait toujours autant plaisir. Je raconte toujours aux gens qui trouvent ça trop drôle aussi. Donc, Non, ça, c'est grâce à ma collègue, je dois dire. Parce qu'on n'a pas eu de designer, pas d'architecte intérieur. On a fait ça avec Pinterest et nos propres mains. Ce mur-là que tu vois là, on l'a nettoyé nous-mêmes. Je me souviens du soir, oui. Je me souviens des soirées dans la poussière. On n'en pouvait plus. On a fermé 3 mois et on a vraiment tout rénové. Mais avec nos mains, donc ça donne un autre sentiment vers les choses. Et vu que tout ce qu'on fait ici, ça coûte hyper cher, ça donne aussi, ça valorise ce qu'on fait. Ça valorise ton travail. Et puis les médecins et les dentistes, c'est un sacré investissement matériel aussi, que ce soit les chaises. Je crois que le dentiste, c'est celui qui doit investir le plus. Si je compare ça avec mon médecin généraliste, il a une jolie salle, il a son bureau, 2 chaises et son ordi. Das war's. Et un petit bonhomme squelette dans le coin qui a de la poussière. Nous, on a besoin de matos, on a besoin de matériel très, très, très confiable. Il faut que ça marche tous les jours. Il faut une énorme sécurité dans le traitement. Pour moi, ce qu'on fait avec nos patients, il ne doit jamais se passer quelque chose par erreur technique. Ça, c'est hors de question. Ça, c'est vraiment... ça ne devrait jamais arriver. Du coup, il faut acheter des choses licenciées, il faut des choses approuvées. C'est un peu comme dans les avions où une vis coûte 53 €. Nous, un petit outil, une petite chose qu'on utilise sur l'humain, on doit l'acheter chez des gens spécialisés. Et c'est ça qui coûte énormément d'argent. Et c'est ça quelque chose où je n'étais pas préparé à que ça soit comme ça. Et que c'est une pression qu'on a comme dentiste parce qu'on doit investir et pour enlever l'image du dentiste qui a 3 Porsche et 3 maisons à Majorque, ce n'est plus le cas parce que pour investir, pour commencer ici, on a investi 1 million d'euros. Ce que la banque te donne, mais il faut le gagner. Et il faut le gagner avec le travail qu'on fait. Voilà. Vous commencez du coup tous les deux ? On commence tous les deux. Je veux dire, pardon, avec Dr. Wenzel. Vous commencez à 2 ou vous êtes déjà une petite équipe On est 2. On commençait à 2 dentistes et 4 employés. Du coup, la fille qui est à l'accueil maintenant, Bianca, c'est toujours la même. Aussi. Elle est super. C'est notre plus importante co-travailleuse. Du coup, elle est toujours là et on a commencé à 4. On était vraiment petits. On a grandi petit à petit, avec des petits pas. Et on a juste investi l'argent qu'on avait de côté et comme ça a grandi. Maintenant, on est à 12 personnes, je crois. 12, 13. Et je crois que c'est la limite aussi, ici, à cet endroit, parce qu'on n'a pas plus de salles. On ne peut pas ramener plus de patients. Et on est en cabinet. Et c'est ça, c'est ce qui est super important pour moi, où normalement, on n'attend pas son rendez-vous. Je suis extrêmement... Ça me rend fier si les gens n'attendent pas leur rendez-vous. Si 15 minutes, c'est la limite, et on arrive à 90% des jours. Que les gens n'attendent pas, ça a besoin d'une très, très, très stricte organisation. Et il faut que les gens y viennent. Parce que ça, c'est un problème qui a changé. Ça arrive encore, ouais. Ça arrive de plus en plus. Enfin, on peut toujours aller de la jeune génération et tout ça, c'est plutôt des jeunes, mais il y a de plus en plus des gens qui bookent leur rendez-vous en ligne, ce qui est super facile avec Doctolib, enfin pas la pub, mais c'est le système le plus grand. Mais ça permet plus facilement à pas y aller. Je crois que on a eu ce problème avec des no-shows pendant des années, des gens qui prenaient des rendez-vous. Et moi, quand j'ai un nouveau patient, je prends
systématiquement au moins 20 minutes. Normalement, c'est une demi-heure pour quelqu'un qui vient de nouveau, pour que je puisse faire une vraie analyse et leur dire ce qu'ils ont et ce qu'il faut faire ou rien, ou c'est bon, et je peux boire un café. Mais si c'est pas une demi-heure, je me sens pas assez bon pour expliquer ce qu'il faut faire dans le futur ou ce qui pourrait se passer. Du coup, si quelqu'un ne vient pas, c'est une demi-heure sans travail. Et ça, c'est embêtant. Donc, ça, c'est quelque chose qui a changé à Berlin et il faut essayer d'éviter. Donc, on commence à appeler les gens un jour avant, à faire confirmer. On a quelques candidats qu'on sait déjà, il faut les appeler le jour d'avant. Comme ça marche. Et ils entendent la belle voix de Bianca au téléphone. Je suis en train de me demander si elle m'a déjà appelé, mais je crois pas. Non, c'est Doctolib qui nous permet de voir les temps de fois que les gens sont venus, sont pas venus, ils ont cancellé 48 heures en avance et tout ça. Donc, tout ça pour dire que on a besoin d'une grande organisation pour que ça suive une bonne expérience pour le patient. Parce que je me dis, si quelqu'un va chez le dentiste, c'est pas l'endroit préféré des gens, je me rends compte. C'est pas que les gens adorent me voir. Mais si c'est ça, au moins que doit être le mieux possible. Et on essaye d'être comme ça. Donc, j'essaie d'entraîner mon équipe à pas être unfreundlich, à être super poli, à toujours être vers le patient et pas... Je fais un big up à Claudia parce que franchement, on travaille de ouf depuis 3-4 ans, je crois. Oui. Parce que tu vois, ça c'est aussi un truc dans les différences entre France et Allemagne. En France, on a le détartrage tous les 2-3 ans. Et j'en ai parlé du coup avec Claudia, parce qu'en Allemagne, il y a la Prophylaxe, voilà. Zahnreinigung, exactement, où on se fait laver, vraiment détartrer les dents une à une, et que les gens qui nous entendent, tant que vous n'avez pas fait l'expérience, vous ne savez pas ce que c'est. C'est assez drôle parce que c'est presque la même phrase que je dis à mes patients français. Ceux qui viennent à Berlin, comme toi, il y a 4 ans, ils viennent ici la première fois, ils se disent « Ah, c'est quoi ça ?» Et là, ils me parlent d'un détartrage. Mais le détartrage, c'est le médecin qui gratte mes dents et après, c'est un goût de sel et c'est super désagréable et ça sert à rien. Ça, c'est pas ce qu'on fait. Nous, c'est 1 heure de nettoyage, c'est un petit soin, mais... C'est un gros soin. C'est un soin et c'est un soin protectif. Alors moi, c'est pour ça. Moi, je voudrais juste en parler en plus parce que c'est un petit budget qui soit on peut prendre une mutuelle qui couvre les frais ou on les paye soi-même. Sauf que la différence, moi, ce que j'ai vu, c'est que la première fois, ça m'a fait hyper mal. La deuxième, un peu moins. Et maintenant, je sens quasiment plus rien. Et où je me dis, c'est ouf comme la différence dans le soin ou comme... Ce que moi j'ai appris. C'est que on ne peut pas mesurer la prévention. On ne peut pas vraiment dire si tu fais de la prévention et tu vas bien, c'est cool. Si tu fais de la prévention et tu ne vas pas bien, ce n'est pas forcément la faute de la prévention. Et si tu ne fais pas de la prévention et tu tombes malade, tu ne peux pas revenir en arrière et prévenir. Donc, et c'est scientifiquement prouvé que se faire nettoyer les dents, ça aide. Mais ça aide pas que aux dents, ça fait moins mal la 3e fois. C'est mais ouf. La différence parce est que dingue. tes gencives sont plus saines après la 3e fois. Ils ont moins de bactéries, moins d'infections cachées et tout ça. Et, maintenant, ça commence. C'est pas depuis longtemps que aussi les médecins s'intéressent pour ça parce que il y a une grande taux de gens qui ont l'Alzheimer, qui ont des plaques adhésives et tout ça, et ça vient des dents, ça vient des gencives, voilà, il y a une corrélation. Voilà. Est-ce que vous êtes devenu une expérience à faire sur Airbnb ou des trucs comme ça, la Prophylaxe Reinigung? C'est Airbnb. Tu sais pas, parce que maintenant, dans les sites de voyage, tu peux réserver des trucs, et moi, franchement, il faudrait le mettre dessus pour les gens qui viennent à Berlin. Qui book notre... Ils prennent un rendez-vous de Prophylaxe Reinigung. Le nombre de fois où j'ai dit à ma famille, quand vous viendrez me voir, on prendra rendez-vous. En tant qu'excursion touristique, on voit le Reichstag, on fait un petit tour en bateau et après on va au détartrage chez Vendré. Allez-y, venez. Vous pouvez booker ça sur Doctolib. Non, c'est une idée où j'ai jamais pensé. Des gens, parce que ça, en Allemagne, c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Les Allemands, ils connaissent ça. Les Allemands. Y aller 2 fois par an, ça commence dans ton enfance, entre 6 et 18 ans, c'est gratuit.
2 fois par an et je motive les parents à le faire, de habituer l'enfant ou le jeune à se faire checker les dents parce que souvent on peut détecter des choses beaucoup avant qu'il soit trop tard et je préfère faire une petite réparation que réparer une grande dent. Je dois le faire malheureusement, ou heureusement pour moi parce que c'est ce que j'aime faire, mais je vois que ceux qui font de la prévention, ceux qui font de la prophylaxe, ils ont moins de problèmes en général. On peut dire ça. Donc, non, mais c'est pour ça. On va écrire Lonely Planet, savoir s'ils veulent nous prendre dans les highlights Wimmersdorf. Non, mais parce que dans les highlights, j'adore. Non, parce que pour le coup, moi j'ai vu la différence, et en plus sur 3 ans, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler, et parce que j'en ai encore parlé récemment avec des amis qui me disaient je vois pas l'intérêt, quoi. Mais tant que t'as pas fait, je sais pas. Mais c'est ça, mais c'est quelque chose. Je crois que les gens sont différents. Hein. Il y en a qui prennent soin d'eux, et il y en a qui prennent pas soin d'eux. Et moi, je moralise jamais. Je lève jamais mon doigt et je dis tu dois faire ça, tu dois te brosser les dents. Mais justement, ce qui est écrit dans notre salle de bain, c'est vrai. Il faut pas se les brosser, mais si on veut les garder, vaut mieux peut-être. C'est mieux, voilà. Et je moralise pas. Je suis médecin, je peux résoudre des problèmes, mais je dis pas aux gens t'aurais dû. Si tu avais fait ça sort jamais de moi parce que je trouve ça aide pas. Déjà, les gens qui viennent me présenter leurs problèmes, ou là, c'est aussi intime hein, d'ouvrir la bouche et de présenter ça à quelqu'un, limite qu'on connaît pas. Et je trouve que c'est plutôt solution d'un problème que chercher dans le passé pour moraliser ou pour dire aux gens ce qu'ils ont fait de mauvais. Ça, c'est pas mon rôle, je trouve. Donc, Claudia le fait. Claudia, elle engueule les gens s'ils brossent pas bien, mais pas moi. Elle engueule aussi si on fronce les sourcils. Elle dit arrêtez parce que sinon vous aurez des rides et il faudra mettre du botox. Voilà. Mais non, alors. Il y a ça, et puis ce que je voulais te demander aussi, c'est que moi j'ai trouvé ce cabinet en regardant sur le groupe Facebook des Berlineuses, qui est en gros l'un des gros groupes pour les francophones. Je sais qu'il existe, je ne l'ai jamais fréquenté. Mais tu as beaucoup de patients aussi qui viennent de là, et toi tu peux nous dire un peu c'est quoi les patients que tu as, c'est très internationaux, c'est des vieux, des jeunes? En gros... Aussi, ça c'est une chose que je n'ai pas prévue avant. Quand on a installé le cabinet, on a juste ouvert le cabinet, on a fait une annonce dans un journal et on s'est mis sur Doctolib assez tôt. C'était le début de Doctolib en Allemagne et je l'ai connu par ma femme de France. Du coup, on s'est branché à Doctolib assez tôt aussi pour gagner des patients parce que ce qui est bien, c'est que s'il y a un rendez-vous qui se libère, c'est offert automatiquement aux gens. C'est une liste d'attente. Je trouve que le système, il est vraiment bien. Du coup, on a commencé comme le dentiste du quartier ici. On a dit, on est là. On a contacté un peu les magasins autour. On a une petite coopération avec la pharmacie en face. Elle est très gentille. Les avocats en bas du même immeuble, ils nous fréquentent aussi. Ils nous ont offert le Fahrradständer devant la porte. En gros, on s'est un peu fait connaître dans le quartier et comme ça, on a commencé. Mais on a commencé avec 0 patient. On a attendu le premier qui arrive. Et, tu te souviens de le premier ? Ouais, mais je peux pas le dire. je peux pas le dire. Non, mais c'était assez aufregend et c'était un temps aussi de folie parce qu'on n'était que 4 ici, on avait plein de temps de faire des choses encore, de faire des choses à côté des traitements parce qu'on avait 2-3 heures de temps libre. Et d'autres collègues à moi ne commencent pas comme ça leur cabinet. Ils prennent le cabinet du parent ou de quelqu'un, ils ont le book rempli pendant 4 semaines dès le premier jour. Donc, commencer comme ça nous a aussi permis de créer un propre style, de créer et de choisir aussi un peu les patients parce que c'est pas que je nie des patients, mais je préfère travailler avec des gens qui sont gentils et qui aiment bien venir. Donc on dit jamais non à des gens qui ont besoin d'aide, mais je trouve que c'est ce qui n'existe pas chez nous, c'est des gens qui gueulent, c'est des gens qui n'ont pas de respect, c'est des gens qui sont dans la salle d'attente, qui ne savent pas se comporter, eux, ils ne reviendront pas. Parce que c'est mon cabinet et je trouve que tout le monde qui vient ici devrait respecter l'autre.
on a aussi nos employés de tous les pays. On a une Polonaise, on a une jeune fille turque, mais ça c'est Berlin aussi, ça c'est trop cool. J'ai reperdu le fil. Comment on est arrivé à ça? Je vais te demander comment était ton premier jour. Je voulais te demander le aussi, premier jour. Ouais. Et puis si tu avais demandé à tes parents, est-ce que tu les as appelés en disant comment vous avez fait? Et justement, quand tu parlais des coûts, de l'organisation, malheureusement, j'ai pas pu faire ça parce que quand je suis revenu de l'Erasmus, là-bas, à l'époque, 2009, je venais de rencontrer ma femme, j'étais super amoureux. 3 jours après, c'est le décès de mon père, d'un coup. Genre, un pas prévu. Ça, c'était un peu dur, une phase un peu dure et des années. Et ça, c'était les 1 an et demi qu'on a fait entre Dresde et Paris et Berlin. C'était des années un peu différentes de ce que j'ai vécu avant et après. Et du coup, j'ai pas vraiment pu contacter mes parents. Ma maman, elle était super fière, bien sûr. Elle a pleuré et tout. Ça lui a rendu trop fière. Donc, elle m'a offert le petit miroir qu'il y a dans le couloir où les gens regardent leurs dents. C'est ma maman qui l'a mis ici. Et bien sûr, elle est fière. Mais c'est drôle parce qu'avec ma maman, je parle rarement des dents. C'est jamais un sujet. C'était plutôt mon papa qui m'a donné des conseils quand j'étais étudiant, mais on était loin aussi par rapport à où on est né dans les carrières. Lui, il avait son cabinet pendant 40 ans et moi, j'ai fait 2-3 ans d'études. Du coup, c'était jamais un sujet de famille. Ça, c'est assez à part de la famille. Vous avez participé du coup avec ta partenaire dans des congrès où vous avez pris des coachs, où vous avez demandé à des gens? Vous avez votre Steuerberater? Non, on n'avait pas de Steuerberater. Au début, si quelqu'un veut être entrepreneur en Allemagne, il doit absolument avoir un Steuerberater qui sait de ce qu'il fait et qui est motivé et qui a peut-être limite aussi un côté entrepreneur ou quelque chose, parce que ça, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas vivre en Allemagne dans ce domaine, avoir quelque chose et le faire soi-même. Je crois que c'est impossible de le faire toi-même, les travaux qui fait le Steuerberater. Donc ça, c'est le partenaire le plus important. Je crois qu'on a les meilleurs. Je ne veux pas dire son nom, mais je crois qu'on a le meilleur. Il est comme nous. Il vient de former sa boîte aussi. On a un peu commencé en parallèle. C'est cool. On a évolué ensemble. Du coup, non, on a eu quelqu'un qui nous a aidé à chercher l'endroit. Ça s'appelle un Praxisvermittler. Il travaille, il a un petit taux. Après, il a un petit pourcentage du prix du cabinet pour la provision, pour la Vermittlung. Du coup, le reste, on l'a fait presque sans aide. Les deux, moi et mon partenaire, on est assez têtus. On croit savoir tout faire. Moi, si une machine se casse et j'arrive à la réparer, c'est moi qui le fais. J'ai pas envie d'appeler quelqu'un où je me dis il le sait pas aussi bien. Donc ça, c'est aussi un truc de dentiste, je crois, parce que on te présente un problème et on attend que tu as une solution. Ouais, et pas demain, sinon là, maintenant. Là, c'est mon problème. Là, il faut trouver une solution. Donc, on est tous les deux comme ça et on a fait un peu au pif, je dois dire. On a eu nos employés et on a commencé. On a commencé comme le dentiste du quartier. Et maintenant, 8 ans après, parce qu'au bout d'un moment, j'ai écrit portugais sur ma liste des langues. J'avais français et anglais, parce que je crois que je parle assez bien français pour dire au moins bonjour et pour faire le premier contact. Et puis, si ça ne marche pas du tout, on change en anglais et les gens peuvent aussi me comprendre en allemand. J'ai un énorme taux de Sud-Américains dans ce cabinet. Il ne se passe pas une journée sans des Brésiliens, sans des Vénézuéliens, et c'est pareil que le groupe Facebook, là, Berlineuse, ça existe pour tous les pays. Exactement. Il y a les Argentinos en Berlin, il y a Brasileiros en Berlin. Il y a tout ça, et là, c'est de bouche à oreille. Là, on fait presque pas de pub, on fait pas de publicité. On a un petit, tu l'as vu, dans la rue, il y a un petit poster à nous, assez drôle. C'est vrai, on va découvrir alors, la chasse au trésor, au Oliverplatz, on a une pub. On l'a fait parce qu'on l'a trouvé drôle. Ça ne nous rapporte pas des gens, je crois. Mais c'est de bouche à oreille. Je crois qu'on a une autre qualité de travail. On fait bien ce qu'on fait. Moi, j'aime bien mon travail. J'aime bien venir ici. J'aime bien
J'aime pas trop me lever, mais j'aime bien aller au travail, vraiment. Et j'aime bien passer une journée ici. Plus de patients, mieux c'est. Et plus il se passe quelque chose, je sais le faire. C'est quelque chose que je sais très bien faire. Ce qui me plaît de plus en plus, c'est aussi de déléguer, de faire des choses aux gens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand tu es entrepreneur, de ne pas être le self-maker tout le temps, sinon de commencer à donner des responsabilités à des gens, à d'autres gens. Et limite pas tout contrôler à un moment. Voilà. Et alors, est-ce que tu as aussi, on parle du côté formation, le fait que vous avez des personnes qui viennent, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus te dire hey, Monsieur André, j'aimerais ouvrir mon cabinet, est-ce que vous pouvez me montrer ce que dont toi ou vous n'avez pas bénéficié? Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez? On a souvent des stagiaires, et des stagiaires entre écoles, et il y a des stagiaires aussi professionnels qui viennent une semaine regarder ce qu'on fait. On n'est pas un cabinet de formation. On ne donne pas des cours à d'autres dentistes. J'ai des collègues qui ont un cabinet comme ça et qui ont une salle de formation à côté qui nous invite les gens le week-end. Ah, oui. Ça, je ne fais pas. Ça, je vais souvent à des formations comme ça et c'est trop bien, mais je n'ai pas la foi ni l'énergie de me mettre encore le week-end dans une salle et raconter ce que je fais. Du coup, je préfère être praticien. Je le fais. Et voilà, j'ai reperdu le fil. Non, je me demandais aussi, c'est quoi est-ce qu'il y a des networking des dans networking la profession de oui, dentiste? Oui, ouais, c'est Facebook surtout. Mais j'ai un peu abandonné ça. Il y a beaucoup de networking, il y a beaucoup de gens qui se lient et c'est aussi un peu la nouvelle génération des dentistes parce qu'il faut le faire. Il faut plutôt travailler ensemble que l'un contre l'autre. Figure-toi qu'à Berlin, c'est la ville avec les plus de dentistes dans le monde. Ça l'était il y a 10 ans quand on a commencé. On nous a tous dit, vous voulez vraiment le faire à Berlin? Vous êtes... Plusieurs gens me l'ont commenté. J'ai dit, ouais, mais je suis là aussi. Il y a bien la place pour un de plus, peut-être ça marche encore. On a fait une petite analyse du quartier quand on a vu l'endroit et on a vu, dans cette rue, il y a 3 cabinets. Dans la rue parallèle, il y a 3 cabinets. Dans la rue perpendiculaire, il y en a moins que 5. Au Kudamm, il y a une dizaine. Il y a tout, mais il y a une dizaine de dentistes aussi. Normalement, on est trop de dentistes à Berlin. On est trop de gens. Donc, je me dis, il faut être limite un peu mieux que les autres et avoir de la qualité. Et comme ça, les gens viennent. Comme ça, si on reste honnête, si on reste droit et si on communique bien avec les gens, je crois que on n'a pas besoin, on n'a pas nécessité d'acquérir des patients, mais on est content de tous les patients qui viennent. Et vu que c'est très international, et ça me plaît aussi beaucoup, on a des Brésiliens qui viennent 3-4 ans à Berlin, je suis leur dentiste pendant cet épisode, et puis ils vont à Rio, ou ils vont à Singapour, ou ils font autre chose, je leur donne leurs documents, et je dis... Bon courage, si vous avez besoin de quelque chose, contactez-moi. Et comme ça, pour moi aussi, il y a des nouveaux gens. Je n'ai pas toujours les mêmes gens. Donc ici. Tu peux même être partie des... Comment on appelle ça, les packages d'expatriés? On met le logement et on met le dentiste avec. J'ai quelques ambassades qui me contactent quand il y a un problème. C'est trop bien. Et ça, ça n'a jamais été voulu. Je ne suis pas passé à l'ambassade du Mexique ou du Japon pour demander si vous pouvez me... C'est des gens qui viennent, qui me trouvent sur Doctolib, ou qui passent dans la rue, ou qui sont sur Facebook. Et ce qui est étonnant, ça c'est aussi un truc de Berlin, il y a des gens qui voyagent 1 heure, 1 heure et demie pour me voir. Et je sais très bien qu'entre là où ils habitent et moi, il y a au moins 300 cabinets dentaires. Et ça me rend fier de voir que les gens ils viennent nous voir. Je crois que c'est aussi parce qu'on est là, et parce qu'on fait ce qu'on fait. Et puis vous le faites bien, oui. J'espère. Ouais. Ça, c'est à autre de juger. Et ça, c'est vraiment à autre de le dire. Mais j'aime bien ce que je fais. Et je crois que c'est le plus important. Est-ce que vous êtes aussi touché par les problèmes de personnel? Oui, tous les jours et constamment. Ça, c'est aussi quelque chose où je n'étais pas préparé. Parce que je l'ai vu autrement dans un cabinet de mes parents où il y avait des gens qui restaient 21, 25 ans, c'était une équipe que je connaissais toute mon enfance, il y avait les mêmes gens. Ce n'est pas le cas à Berlin, ce n'est pas le cas ici. On a des très 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 bons employés,
mais on travaille avec des jeunes personnes qui veulent aussi peut-être voir autre chose et qui ont beaucoup de choix, et qui ont beaucoup de possibilités à Berlin. Et j'ai dû beaucoup changer mon œil entrepreneur à ça. Je le prends plutôt comme un défi qu'un problème maintenant. Je ne trouve pas que ça soit un problème, parce que le problème, il est là. Soit il est là ou pas, il faut pas chercher le problème, il faut chercher la solution. Donc on essaye de former des gens, on essaye de garder les gens qu'on a le plus possible et de leur donner des possibilités d'avoir des responsabilités. L'assistante dentaire, souvent c'est les filles, on avait un garçon aussi pendant 2-3 ans. Souvent c'est les filles, c'est un travail très dur. J'ai un grand respect à ce qu'elles font, ces filles, parce qu'elles doivent s'occuper en même temps du patient et du médecin, et des matos, et de la propreté, et des téléphones, et tout ça. Donc, sans mes employés, je ne suis rien. Je ne pourrais pas le faire tout seul. Ce qui est aussi une spécialité allemande, je crois, parce qu'en Norvège, par exemple, même en France, on voit des dentistes travailler tout seuls. Et ça, je ne pourrais pas. Ça me plairait pas comme travail. Ce qui me plaît, c'est travailler avec des gens, sur des gens, et être en communication toute la journée. Et comme ça me rend heureux de rentrer, d'avoir beaucoup fait ça. Ça me rend pas heureux quand j'ai rien à faire et quand il y a des patients qui viennent pas et quand tu as une jeune fille qui démissionne parce qu'elle cherche ailleurs. Ça arrive, mais il faut le prendre comme défi. Il faut pas mettre la tête dans le sable, il faut vraiment l'attaquer. Et il faut former des gens, il faut donner des chances à des gens qui peut-être parlent pas parfaitement allemand. On a un cabinet international, on essaye de donner la possibilité à des jeunes gens de se former ici. Et comme ça, ceux qui sont jeunes et qui veulent apprendre quelque chose, ils sont toujours les bienvenus. On peut déposer des CV. Bien sûr. Non, mais on cherche constamment du personnel. On a un taux de maladie, pas mal, mais je me suis beaucoup posé la question, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est un problème de mon cabinet? Est-ce qu'on exige trop? Est-ce qu'ils ont trop des choses à faire? Ou pas assez peut-être? Ou ils sont... Mais non, apparemment, 15-20% de malades, c'est normal. Et c'est la moyenne en ce moment. Du coup... tous nos postes, et on a 1,5 fois le personnel. On se surbook pour travailler bien. Avec les frais que ça coûte. Parce que les frais que ça coûte, c'est moi qui gagne moins en ce moment. Mais je préfère ça et travailler bien et avoir une journée de travail bien, parce que finalement, ça rapporte aussi plus dans les chiffres qu'être limité parce qu'on n'a pas de personnel. Et c'est une grande bataille. À Berlin, c'est horrible. Je connais des collègues qui ont arrêté parce qu'ils ne trouvaient plus des gens. Ils ne trouvaient plus personne. Ils n'avaient plus des employés. Et comme ça ne marche pas. Et c'est un peu la génération de mes parents, je dois dire, ou celle d'après qui n'ont pas formé. Il y a un grand manque de personnel, parce que les dentistes, il y a 20-25 ans, ils s'occupaient plutôt de leur poche que de leur personnel, et ils n'ont pas vu la nécessité de former les gens. Maintenant, je crois que le personnel dans un cabinet, après le patient, c'est le plus important. C'est le plus cher, et c'est ce qui prend le plus d'énergie et le plus de temps et c'est le plus émotionnel. Figure-toi, je travaille qu'avec des femmes ici. Moi, je suis le seul homme. J'ai une femme et 2 filles à la maison. J'ai 2 sœurs et une maman. Moi et mon petit frère, on est les seuls hommes dans une grande famille. Mais c'est bien, c'est cool. Et alors, parce qu'on en parlait aussi quand je suis arrivée de TikTok. Est-ce que c'est aussi des pistes que vous avez envie d'explorer ou de regarder? S'il y a TikTok... des gens il y a dans les gens qui ont déjà participé au podcast, il y a aussi des gens qui sont dans la communication. Est-ce que ce serait quelque chose pour vous qui pourrait venir en disant on fait des vidéos? Ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus de chercher le personnel sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et tout ça. Moi, personnellement, je consomme ces choses. Je vois TikTok de temps en temps, je vois YouTube, je consomme des médias comme ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit de chercher un employé. Je ne sais pas si c'est vraiment... Je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, moi je suis de la génération qui regarde ça. C'est l'un des peu canaux où tu peux arriver dans la tête des gens. Exactement.
Et puis tu vois, en France, il y a une personne, je mettrai son lien si je le retrouve, qui faisait une femme qui était carreleuse. Elle a explosé, mais parce qu'elle expliquait, elle adore son travail, elle expliquait super bien, et tu vois bon, j'ai pas de chiffres, mais je peux m'imaginer que t'as un boom de gens qui ont fait du carrelage après, quoi. Ouais, bon, je sais pas. Peut-être il faudrait plutôt s'y lancer, mais ce qui se passe, on n'est pas les seuls à avoir cette idée, il y a des agences qui le font. Et ça, c'est des types d'agences que des fois, je ne peux pas me voir. C'est pas vous, quoi. Non, c'est pas moi, voilà. Et si c'est pas moi, c'est dur. En même temps, je suis gâté parce que je ne dois pas vraiment m'occuper de ça. C'est ma collègue qui a pris le poste personnel, recherche et tout ça. Okay. Donc, pour les recherches de personnes. Pour les recherches de personnel, je suis impliqué, mais ce n'est pas moi qui le fais en ce moment. Du coup... je peux me concentrer à faire d'autres choses, d'autres choix, d'autres investissements et tout ça, parce qu'il faut aussi toujours bouger. On ne peut pas s'arrêter à un moment. Et ça, c'est tous les entrepreneurs, je crois. On ne peut pas inventer une chose et la laisser courir. Il faut toujours être là, et mentalement et physiquement. Et c'est quoi alors la prochaine étape ? Les prochains projets ? Ouais, je ne peux pas le dire. Non, moi je pense toujours à quoi investir. Je me suis spécialisé en traitement des maladies de mâchoire, par exemple. Je fais plein de formations pour compléter le cabinet. Et il y a toujours des choses. Il y avait le projet TikTok, notamment. Il y a des dentistes qui sont sur TikTok et sur Insta et tout ça. Mais souvent, ce n'est pas comme nous. C'est pas le même genre de... C'est plutôt un autre dentiste qui se présente là. Et je crois qu'on n'a pas le... Moi, je suis on n'a pas le temps de le faire, parce que si on le faisait, je vais le faire bien. Et je veux le faire assez bien. Vous n'avez pas la bonne personne qui vous fait ce qui vous convient. Ouais, mais je la vois aussi plutôt m'aider à traiter des gens. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui fait que social media et tout ça. Non, d'extérieur, qui vient en agent. Mais j'ai une personne après, mais je te le dirai après. Ok, d'accord, on en parlera. Ça aussi, c'est ma collègue qui s'en occupe. Non. on en parlera. C'est intéressant, mais c'est quelque chose qu'il faut jouer, qu'il faut aussi remplir avec du contenu. Et je ne sais pas si c'est pas trop boring ce qu'on fait, en fait. En même temps, je vois les filles, il se passe toujours quelque chose ici. Hein. Il se passe toujours des histoires dans un cabinet dentaire. On pourrait faire une télé-réalité. Mais je ne sais pas si c'est... Oui, parce que pour faire du contenu, ça n'a pas d'intérêt non plus. Mais encore une fois, moi, c'est pour ça que je suis hyper contente qu'on discute aussi aujourd'hui. C'est que c'était plutôt en mode, il faut mettre en lumière ces gens qui ont... Parce que moi, je trouve que ma génération, on est plein qui ont envie de travailler. Et par contre, on peut se retrouver dans des boîtes où ils n'en ont rien à faire. Oh, c'est vrai. Et donc voilà... Où ton travail n'est pas apprécié. Ouais. C'est ça. Mais du coup, quand on a des boîtes avec des gens qui sont hyper impliqués, qui ont une super ambiance et tout, ça vaut la peine de dire... Vous pouvez regarder par ici, c'est cool. Non, mais oui, bien sûr. Si tu as des aides, on les prend toujours. Le personnel, je pourrais écrire un livre sur le personnel dans les cabinets dentaires. Et je ne le dis pas parce que je suis méchant, ou comme j'ai dit au tout début, vraiment, je traite chacun avec respect. Mais j'ai vu des choses ici, on a... Une petite histoire, on embauche quelqu'un qui démissionne, c'est un peu malheureux, elle déménage dans une autre ville et tout. Bref, on cherche quelqu'un, ça dure longtemps, on fait le Bewerbungsgespräch, tout se passe bien, elle est là pendant 2 heures. On se dit, tiens, tu viens vendredi, on va signer le contrat. On est tous dans la cuisine, il y a encore 2 employés comme ça, on ouvre une petite bouteille de Prosecco, je ne sais pas quoi, c'était vraiment une bonne ambiance et tout. Et moi, avec ma collègue, on s'est dit, c'est fini, nos problèmes, c'est fini. On a finalement trouvé quelqu'un qui nous correspond. Elle est motivée, elle a envie de travailler, c'est trop cool, elle reste même là. Et cette fille-là, lundi, elle devait commencer son travail, on ne l'a jamais plus vue. Elle a signé un contrat de travail le vendredi, le lundi prochain, elle est disparue de la Terre. Elle nous a ghosté. Ouais. Elle nous a ghosté et ça... Et tu as des patients, t'as le lundi là, tu dis aux patients, oui d'accord, venez, je vous fais ça. Parce que je crois que quelqu'un est à côté de moi et m'aide, et au moins là pour organiser la chose. Et comme ça, on est arrivé à se dire, il faut qu'on évite ça. Il faut toujours avoir une petite réserve, même si ça coûte de l'argent, il faut une petite réserve de personnel. Et voilà, ça des petites choses qui mènent à ça.
On a eu des choses ici. On a vraiment. C'est pas qu'on a eu beaucoup d'employés, mais on a eu des choses très drôles. Et on a aussi des gens qui sont déjà revenus, qui nous ont quittés, qui ont dit je veux faire autre chose ou je déménage et qui après 1 an, 2 ans, ils ont frappé à la porte, ils ont dit écoute, je peux pas recommencer parce qu'en fait c'était bien, en fait c'était cool et j'apprécie maintenant. Et on a une employée, je trouve l'histoire elle est jolie parce qu'elle est venue ici, elle a changé de cabinet, donc si nous on prend quelqu'un, je suis conscient de le prendre à quelqu'un d'autre. Ouais, je sais qu'un autre dentiste perd quelqu'un quand moi j'embauche. Du coup, c'est mon collègue. C'est mon collègue et c'est aussi mon concurrent en même temps. Donc au niveau médical, c'est mon collègue. Au niveau des chiffres, je dois avoir son employé pour pouvoir travailler. Bref, elle arrive, elle a travaillé pour nous 1 an et demi. Elle a fait une petite crise de motivation où elle se sentait, parce que c'était Corona aussi, c'était pas facile pour les employés parce qu'il y avait une grande pression, ils étaient contrôlés dans les métros, ils avaient tous leur petit permis de pouvoir aller au travail. Bref, on va pas en revenir. Cette fille-là, elle a démissionné pendant Corona, elle a dit je vais quitter le travail, je vais quitter ce job parce que ce n'est plus ce que je veux faire. Elle a dit je vais faire des cours de yoga. On a dit ok. D'accord. S'il te plaît, reste encore 2-3 mois, comme ça on peut trouver une transition, on trouve quelqu'un qui te remplace et fais ta formation de yoga. Si jamais tu as fini, contacte-nous, tu vas faire du yoga ici. On s'est toujours dit, ouais, on verra. Cette fille, vraiment, elle a fait sa profession de yoga, elle est prof de yoga. Quand elle a fini, elle nous a contactés. Maintenant, elle fait 1 fois par semaine du yoga avec les employés ici. On fait ça les mardis, aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, j'ai pas participé, mais on fait du yoga à volonté. Ceux qui veulent, ils peuvent le faire. On a des yoga matten ici et on fait ça et elle le fait trop bien. Et 3-4 mois après avoir commencé le yoga, elle nous demande si elle pouvait retravailler en tant qu'assistante dentaire. Et là, elle est dans l'équipe. Et je trouve que c'est une jolie histoire parce que maintenant, elle est assistante dentaire chez nous. Et en même temps, elle fait du yoga à côté, pour nous et pour d'autres, du business yoga. Je crois que de toute façon, notre génération, on est des générations où on a découvert le fait de faire plusieurs choses différentes. Et ce qui est trop bien. Ouais, et ça, c'est trop bien. Ouais. Je crois que ça garde l'esprit ouvert. Parce qu'avant, tu étais dans une boîte, 20 ans, 40 ans, tu avais ton horloge dorée à la fin et c'est tout. Je crois que les gens ne veulent plus vivre comme ça. Et je comprends ça. C'est une bonne chose de la soi-disant nouvelle génération d'être ouvert et de garder l'esprit ouvert. Ce n'est pas toujours facile de planifier avec ce genre de cette façon de vivre. Mais moi aussi, je le réclamerai pour moi. J'aimerais bien aussi être plus indépendant des fois. Parce que pendant Corona, le seul truc où je me suis bien rendu compte, c'était... Enfin, tous mes potes, tous les gens étaient en jogging à la maison et ils ne faisaient plus rien. Enfin, pas qu'ils ne faisaient plus rien, mais ils étaient chez eux. Et moi, tous les matins, je sortais, j'allais à mon cabinet et je me dis, OK, tu as un travail où ça reste comme ça. Pendant le reste de ta vie, tu dois aller à l'endroit où tu exerces ça. Ça m'a frustré à un moment et à la longueur, je crois que c'est la meilleure chose pour moi. Je dois... aller quelque part pour faire ce que j'aime à faire et c'est trop bien et les gens qui viennent aussi en même temps. Et tu réussis à bien couper quand tu rentres chez toi? Non, ça c'est bon point. Pas que des points positifs dans ma vie. C'est vu que on a déménagé ici dans la même rue, on habite en face en gros. Et avant j'avais 15 minutes en vélo ou 20 minutes en vélo, 10 en voiture. Ça me permettait un peu plus de lâcher, de faire comme ça, parce que je suis dans mon rôle ici aussi. Je suis le chef, je suis le dentiste, j'ai plein de choses à organiser, j'ai plein de fois à dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Et à la maison, je ne suis pas comme ça. Je ne veux pas être comme ça normalement. Je suis là pour ma femme, pour ma famille. Et des fois, il faut que je fasse un tour dans le parc. Il faut que je fasse un tour autour du bloc pour lâcher la journée.
le matin, ça m'aide trop d'avoir 15 secondes de chemin et de pouvoir partir 15 minutes avant le travail. Je pars de chez moi. Donc, j'ai gagné beaucoup plus de temps et ça a une plus haute valeur ce temps-là que le fait d'être un peu stressé en rentrant. Ouais, ça, je peux vivre avec ça. Le match était pas mal. Et j'espère, ma famille aussi, je crois. Pour l'instant, ils m'ont toujours laissé rentrer. Ils m'ont jamais dit retourne faire un tour. Non, mais des fois, je dois faire ça. Là, je l'ai fait avec ma jeune fille, elle a 1 an et demi. L'été, on a fait souvent des tours dans le parc ici. C'est moi qui le faisais pour justement, j'ai fini à 19h, 19h30. Pardon. Et je l'ai juste mis dans le Kinderwagen et on a fait un tour, une demi-heure, où je marche, où je lèche la journée. Il ressemble à quoi ton quotidien? Tu as des rituels le matin? Est-ce que tu mets ta blouse et ça y est, tu deviens le médecin? Non, non, mon quotidien, c'est je me lève, je prends une douche, je prends un petit déj, je vais travailler. J'ai pas de rituel comme ça. Je prépare ma journée. J'essaye de voir qui vient pas, ce qui se passe. Donc j'ai un petit 30-20 minutes ici avant les patients. J'ai un mini meeting avec les employés et comme ça on commence la journée. Mais j'ai pas des rituels. C'est un petit pitch le matin? C'est quoi? Non, le rendez-vous de 20 minutes, c'est un... Non, c'est pas pitch. Non, c'est pas un pitch. C'est plutôt qui est là, qui est malade. Ok, pourquoi il a cancellé lui? Ok, appelle-lui parce que demain il y avait quelqu'un qui voulait venir mais il a mal, donc on peut peut-être le faire aujourd'hui. Donc c'est plutôt vraie organisation. Et voilà, et voir ce qui se passe. Je prends pas le téléphone, mais je prépare ma journée. Et comme ça, mais je motive pas mes employés en leur criant dessus ou en faisant un cercle et on saute tous dans l'air. Peut-être on devrait. Non, on essaye de faire beaucoup en équipe. Là, vendredi, dans 3 jours, on va tous à Tropical Islands, tout le cabinet. Tu connais? C'est quoi? C'est l'espèce de plage artificielle à Brandenburg. C'est une halle énorme où ils construisaient des zeppelins, des navettes, des zeppelins. Ouais, et faut que tu regardes. C'est une petite jungle dans une halle et tout est couvert, mais c'est la taille de la Tour Eiffel. Non, mais c'est énorme. C'est une énorme halle et là-dedans il y a comme une piscine et dehors il y a une plage, il y a un samba et tout ça. Tout ça pour dire qu'on essaye de faire quelque chose ensemble en tant qu'équipe, de faire régulièrement, de se rejoindre et de créer un espèce un sens d'équipe. Comme ça, on garde nos employés aussi. Comme ça, le problème de Fachkräftemangel, c'est moins pire, je crois. Très chouette. Et alors, tes filles, elles sont encore petites. Mais alors, tu crois qu'elles auront, elles aussi, l'odeur du dentiste? Non, parce que cette odeur n'existe plus. C'était un médicament qui est interdit maintenant parce que c'était toxique, en fait. Non, mais mes filles, elles vont voir son père dentiste, mais... Elles viennent au cabinet? Oui. Des fois, c'est moi qui vais les chercher et elles doivent traîner ici 1 heure. L'histoire se répète. Je me suis toujours dit, on ne va pas mélanger le professionnel et le privé. Et finalement, c'est 2 filles adorables et des fois, je dois les prendre ici un petit moment. Mais le fait que je sois dentiste ne joue pas un grand rôle dans notre famille. Je suis leur papa et pas le dentiste. Il y a la grande qui en parle beaucoup à ses copines. Elle a une copine à la Kita où la maman, elle est dentiste aussi et du coup, elle se parle. Je ne sais pas vraiment de quoi, mais elles sont assez petites pour ne pas se prendre la tête de ça. Même pas à l'école, du coup. Laissant les enfants jouer et moi je fais le travail. Elles n'ont pas besoin de savoir ce que je fais en détail. Déjà elles s'intéressent beaucoup. Elles veulent toujours que je fasse des contrôles à la maison. Et c'est moi qui brosse les dents des enfants. Parce que ça a toujours été ça. C'est mon rôle. Eh bien, écoute, trop bien. J'ai eu un bon gros tour, je pense, de tout ce que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a une question, quelque chose que j'ai oublié de te demander ou que tu voudrais ajouter? Je sais pas, je sais même pas ce que j'ai dit là. Pendant 1 heure et demie. Non.
vu que tu m'as pris de surprise avec l'idée de faire un podcast, je ne me suis pas vraiment préparé à cette interview, à cette occasion, mais c'est cool. Ça t'a plu ? Oui, ce qui était cool, c'était quoi, il y a 3 semaines, l'idée, j'avais déjà une patiente qui avait cette idée, qui m'a demandé, une Allemande. C'est vrai ? J'ai oublié le nom du podcast, mais c'était juste après Corona ou juste avant, je sais plus, il y a 2-3 ans. Elle m'a dit, monsieur, venue de München, monsieur, j'ai fait un podcast sur des gens qui aiment bien leur travail, ça vous intéresse ? Et je dis, ouais, pourquoi pas. Finalement, ça s'est jamais réalisé. Je l'ai revu 2 fois, elle a dit, ouais, j'ai oublié, nanana. Donc, j'étais assez content que quelqu'un d'autre me demande parce que c'est quand même quelque chose que moi, je consomme beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts. Je trouve que c'est un format intéressant parce que nous deux, on ne se connaît pas vraiment. On a une relation médecin-patiente, mais c'est cool de papoter, de raconter. Et ce qui m'a permis, après cette question, j'ai un peu réfléchi de ce que j'ai fait dans ma vie. Et comment ça passe vite, c'est fou. Comment ça passe ultra rapidement. Et ce grand voyage qu'on a fait, ça a toujours un peu été un point marqué dans la vie de moi et ma femme. C'était un peu le voyage. On a fait tout avant le voyage et après le voyage. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça fait 10 ans qu'on l'a fait et qu'on en profite toujours. Qu'on a toujours des moments où on se dit, tiens, tu te souviens, on a fait ça ensemble. C'est des moments où ça va pas, où c'est peut-être dur, où vivre à Berlin avec 2 enfants, nous deux, on travaille full, on n'a pas d'aide, on n'a pas de famille ici, on n'a pas vraiment des oncles, des tantes, donc on a aussi des journées où c'est trop, où c'est très dur. Et le fait de penser avoir voyagé autant et d'avoir vécu ça, ça me soulève, ça peut me motiver à me relever le lendemain, en gros. Trop cool. Non, sinon, ouais. Si t'as d'autres questions, je suis là. Pour quelles raisons les gens qui nous écoutent peuvent te contacter ? Pour quelles raisons ? Tout et n'importe quoi. De quoi t'as besoin ? Je crois que la première fois, à ce qu'ils pensent, c'est mon travail. Mais je cherche aussi quelqu'un qui pourrait peut-être garder les enfants l'après-midi. Si quelqu'un aurait envie. Moi, je cherche plutôt dans le secteur espagnol. Je veux quelqu'un qui parle espagnol. Peut-être. J'adore. Okay. Non, moi, je suis toujours quelqu'un... Je crois que je prends plus soin des autres que de moi. Souvent, si on me demande de l'aide, c'est très rare que je dise non. Si on me demande de faire quelque chose... j'essaie au moins de faire les choses possibles ou de contacter quelqu'un ou de connaître quelqu'un. Donc, faut pas qu'on te contacte pour te demander quelque chose. Je suis disponible à mon travail et si ça devient autre chose, je sais pas. Non, je sais pas. Ce que j'ai un peu perdu, c'est c'est des activités hors du travail. Hein. J'ai pas un vrai hobby, j'ai pas une vraie passion. Mon travail, j'adore. Et j'adore les avions en tant qu'objet, et ça m'intéresse, et je lis nos journaux, mais j'ai pas une vraie activité hors de ça. Sport ou hobby Ouais, de sport, j'y pense tous les jours, que je devrais recommencer. Je fais du ski et des choses comme ça, mais je devrais en faire plus. Mais après le temps avec la famille, je le valorise toujours plus. Donc ça, c'est quelque chose, je devrais peut-être plutôt prendre soin de moi que d'autres. Mais j'arrive beaucoup plus à prendre soin des autres. C'est dans moi. Alors, s'il y a des gens qui veulent proposer des hobbies ou des activités, oui, c'est pas trop loin. Et non, ouais. Bon, je suis ouvert à tout. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai fait des sports quand j'étais jeune. J'en ai fait plein. Et je suis resté avec le ski 2 fois par jour, par année ou une. Et voilà. Je lis plus, ça c'est dommage. J'écoute plutôt les podcasts maintenant. Avant, je lisais beaucoup. C'est bien les podcasts aussi. Sinon, il y a les audiobooks. Ouais, mais ouais, ça je suis pas fan, moi. Non, moi non plus. Quand je lis, j'aime bien avoir ma voix. J'aime bien avoir ça dans ma tête. L'intelligence artificielle, ils vont nous le faire bientôt. Ils vont nous faire plein de choses. Tu liras, et puis ce sera ta voix qui lira. Et bientôt, ils vont commencer à analyser tes radios. Parce qu'on est en train d'impliquer ça, d'avoir une AI qui regarde la radio et qui trouve ce que nous, on ne trouve pas. Et ça, tu l'as déjà vu, ouais.
On est en train de l'impliquer là. On a un système qui marche déjà et on teste. Et avec ça, il faut toujours se rendre compte. Je ne veux pas que des machines décident sur ce que j'ai fait dans mon traitement, mais je veux qu'ils m'aident. Je veux que les machines soient une aide et soient là pour moi et que moi, je peux toujours contrôler et dire oui ou non à la fin. Voilà. Voilà, Romane Vendry. Trop bien. On vous suit sur quoi ? On me suit. Te suit, le cabinet, où est-ce qu'on peut... Ok, moi personnellement, j'ai abandonné Facebook. J'ai un Instagram que la dernière fois que je l'ai regardé en 2019. Non, vous me suivez si vous voulez me voir au cabinet sur Google, Wenzel und Vendry. Et sinon, je diffuse rien à part mon amour aux patients. J'ai pas de réseaux sociaux. J'ai Twitter, mais que passif, et c'est devenu pas très beau, donc je l'utilise plus. Du coup, on peut pas me suivre, à pas me connaître, à pas me voir en vrai. On est obligé de venir. Et à partir de là, faire des enregistrements comme ça, je sais pas. Non. C'est noté. Trop bien. Eh ben, merci pour tout ça. Merci à toi. Et on saura où venir te rencontrer. Trop bien. Ok, merci. Merci. Cool. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de Toi et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner.